On sait à quel point la personnalité et le vécu de nos parents, de nos grands-parents, travaillent notre identité. Mais qu'en est-il quand personne ne peut ou ne veut nous raconter leur histoire? C'est là que le roman intervient. Le geste littéraire répare les brèches et éclaire les zones d'ombre de notre passé familial. C'est tout le sens du très beau texte de François Noudelman, Les enfants de Cadillac, paru cette rentrée chez Gallimard. Bonjour François Noudelman. Bonjour Nathalie Cohen. Alors, en fait, avant de vous poser les questions, je voulais juste signaler au lecteur que le roman se déployait en 3 temps. Dites-moi si je me trompe. D'abord, il entraîne le lecteur sur les traces de Chaim Noudelman, ce grand-père fraîchement arrivé de Lituanie et engagé volontaire dans l'armée française lors de la Première Guerre, au point d'en perdre la raison. Ensuite, le texte passe au tu, à la deuxième personne, et convoque un père fait prisonnier de guerre en 1940 et qui doit son salut à la dissimulation de sa judaïté. Et enfin, dans un troisième temps, l'auteur s'autorise, vous autorisez le jeu, posant votre identité comme la résultante de cette dialectique des générations. Nos questions, en fait, les questions vont porter justement sur ces 3 temps du roman. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la trajectoire de ce grand-père, Chaim Mendel Noudelman? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Et est-ce que la France exerce un pouvoir attractif pour les Juifs de l'Est au début du XXe? Bien sûr, et merci d'avoir signifié que voilà, le geste littéraire, comme vous dites, et du coup le geste romanesque vient dire quelque chose à la place d'eux, parce qu'au fond, c'est inaccessible. Et l'histoire de mon grand-père, elle est inaccessible, et elle reste inaccessible dans la famille, parce qu'on n'avait aucune trace. Cet homme, en fait, est parti de Lituanie au début du XXe siècle, chassé par les pogroms, et c'est un brocanteur analphabète, et il arrive, il traverse toute l'Europe de l'Est avec une carriole et une mule, et puis il arrive à Paris. Pourquoi Paris? Parce que c'est le pays de l'affaire Dreyfus, et même s'il ne connaissait pas grand-chose, jusqu'en Lituanie, on avait entendu dire que dans un pays, des intellectuels s'étaient mobilisés pour défendre un juif. Ça paraissait absolument extraordinaire. Donc il va à Paris, une société d'entraide le prend en charge et lui explique que s'il veut un jour obtenir la nationalité française, il faut qu'il s'engage dans l'armée. Donc il fait la guerre de 14-18, il n'obtiendra la nationalité d'ailleurs qu'en 1927, mais il fait la guerre, il va dans les tranchées et malheureusement pour lui, il reçoit une bombe au gaz moutarde. Et du coup, quand il rentre, il est considéré comme un mutilé du cerveau, c'est comme ça qu'on les appelle. Et ensuite, il passe plus de 20 ans dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, moi, mon travail, au fond, ça a été de chercher des traces, parce que c'était très difficile. Difficile parce que la famille n'en avait pas, il avait été un peu abandonné, il faut le dire. C'était un sujet tabou, finalement? C'était un peu un sujet tabou, oui, parce que, bon, voilà, c'était une famille qui vivait à Montmartre, très pauvre. Ils étaient à 6 dans un 2 pièces. Voilà, il fallait que les gamins travaillent. Mon père aussi, quand il avait 13 ans, travaillait, ramenait de l'argent à la maison. Donc voilà, le père, on l'a laissé tomber, il était à Sainte-Anne. Moi, j'avais entendu dire que bon, il était mort pendant la guerre, sans doute dans une fosse commune à Langon, mais personne ne s'intéressait à lui, personne. Et donc moi j'ai eu envie d'aller à sa recherche, et ça a été très difficile parce que les archives médicales de psychiatrie sont très protégées. À Sainte-Anne, on m'a dit non, il n'y a pas d'archives. Aux archives de Paris, on m'a dit vous n'avez pas le droit, même si vous êtes de la famille. On vous a empêché d'y avoir accès un petit peu? C'était les règles, ce sont les règles. Et parce que ça touche à des secrets médicaux et on ne veut pas que ça se sache, c'est incroyable. Enfin bref, à force de ténacité et puis aussi, bon voilà, je dois le dire de temps en temps, d'une bonne relation, voilà, j'ai pu accéder à ces documents, des médecins, au diagnostic, au traitement. Et puis plus généralement, je me suis intéressé aussi à la psychiatrie, à l'évolution de la psychiatrie dans ces années de l'entre-deux-guerres. C'est vrai qu'on est frappé par la terminologie de la psychiatrie. Et puis vous dites en fait que votre grand-père c'est un fou de guerre. On ne parle pas des fous de guerre. Ça c'est vraiment quelque chose de très novateur dans le roman. Oui, parce qu'on ne voulait pas admettre que c'était vraiment des anciens combattants. Ils n'étaient pas une bonne image. On les soupçonnait quelquefois de simulation.
Hein. Oui. Et donc ces fous sont restés un peu à l'écart, ils avaient une pension quand même militaire, mais voilà, ils étaient relégués. Et alors, effectivement, vous dites, il y a eu des tas de diagnostics, de traitements, des traitements quelquefois assez hallucinants. On injectait le paludisme pour qu'ils aient des réactions, des chocs électriques. Enfin, je me suis intéressé à tout ça. Oui. Bon, je me suis amusé aussi à imaginer une scène avec Jacques Lacan, parce qu'il arrive, il est stagiaire. C'est là où le roman est là. Hein. C'est bien sûr que là, voilà. la scène avec Lacan, voilà. elle est vraiment savoureuse. Oui. Le roman, il est... Bon, bien sûr, là, je joue une scène romanesque, oui. mais il est tout le temps là parce que, voilà, je ne veux pas parler à sa place. Je ne veux pas construire une histoire dont je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Mais je ne sais pas ce qui est vrai. Donc en fait, je mets des hypothèses. Je dis, tiens, il aurait pu rencontrer, parce qu'ensuite il a été déménagé à Cadillac, cette petite ville de Gironde, voilà. Et je me dis, bon voilà, là il a pu rencontrer les filles récalcitrantes qui étaient enfermées à côté, etc. Donc j'imagine des scènes, mais je les imagine, mais je les mets comme hypothèse. Mais on sait bien que de toute façon, le roman, quand on l'écrit, instaure la vérité. Donc ces scènes, quelque part, on sent qu'il y a une vérité. Ce qui frappe aussi, c'est la façon dont, pendant la Deuxième Guerre, on traite les gens des asiles, au point qu'ils meurent de faim. C'est sûr. Alors ça, c'est un non-dit, un déni de la France, sur lequel des historiens ont travaillé récemment, ce qu'on a appelé l'hécatombe des fous. C'est le fait que les fous sont morts, abandonnés. Quelques-uns ont commencé à lever cette affaire en disant il y a eu de l'eugénisme et comme en Allemagne on a fait mourir les fous. Il semble que ce ne soit pas tout à fait juste parce qu'il n'y a pas eu une intention politique de faire mourir les fous, mais dans les faits, le personnel se servait, voilà. Prenait la nourriture et en privé... C'est ce qu'on appelle le coulage. Voilà. Il y a eu 40 000 fous qui sont morts, bon, certains célèbres, certaines comme Camille Claudel. Et voilà, mon grand-père s'est retrouvé là et j'ai pu retrouver cette trace de quelqu'un qui est mort de cachexie. En fait, ça veut dire tout simplement la famine. C'est ça. Alors, justement, si on passe au deuxième temps du roman, qui est un moment extrêmement émouvant dans la lecture, enfin oui, voilà, le lecteur a des larmes qui lui viennent. C'est votre père à qui vous dites tu et qui vous a, je crois, raconté une fois ce qu'il avait vécu, une fois, pas deux, va à son tour payer un lourd tribut à l'armée française. Il y a quelque chose qui est dans la répétition presque tragique. Et surtout, prisonnier à l'Est, il affronte tous les dangers et s'en sort parce qu'il cache sa judéité. Il se fait appeler Philippe, comme Pétain, et garde ce prénom toute sa vie ensuite. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, mon père était un titi parisien, ouvrier à 13 ans, et pour lui, le judaïsme n'avait... Bon, bien sûr, c'était un judaïsme culturel de sa famille, sûr, mais pour lui, c'était un universaliste, trotskiste, voilà. Et puis, il se retrouve mobilisé. Lorsqu'il y a le Blitzkrieg, les prisonniers sont faits et les Allemands demandent à ce qu'on dénonce les Juifs. Et puis finalement, évidemment, quelqu'un pour une bouchée de pain, voilà, pour un doublement de sa ration de soupe, dénonce mon père et à ce moment-là, sa vie change complètement. Et pour 5 ans de sa vie, il va passer donc une existence en danger continuel de mort. Et donc il est tout de suite mis à l'écart, considéré comme un esclave par ses propres camarades. Qui s'en servent parce qu'ensuite c'est vraiment de la main-d'œuvre pour les basses œuvres. Et donc son histoire est celle de quelqu'un qui, pendant 5 ans, va s'évader, va changer effectivement d'identité. À un moment donné, il s'évade et puis bon, il détruit tous ses papiers. Et effectivement, il décide de s'appeler Philippe Garnier, agriculteur. Il dit voilà, comme ça fera vraiment pas juif. Oui. Voilà. Mais bon, il est rattrapé, il s'évade. Enfin, c'est rocambolesque. C'est inimaginable. Tout ce qui lui est arrivé, travailler en usine, travailler à la ferme, trouver des expédients, apprendre l'allemand. Sans l'accent yiddish. Sans l'accent yiddish, voilà. C'est ça, oui. Et puis aussi l'épopée, pour moi, qui m'a un peu fasciné dans son récit, c'est l'épopée du retour. C'est-à-dire que voilà, les Russes arrivent par l'Est et voilà, il est en Pologne et puis il va revenir à pied de Pologne en Allemagne, en Tchécoslovaquie, en France, et avec là aussi des choses épouvantables et des vécus terribles dans le froid, face aux Russes aussi qui vraiment aussi ont une brutalité terrible qui fait peur, les Allemands qui reprennent la place, donc et le retour effectivement avec une profonde
dépression, alors que ça devrait être la joie. Mais il revient, sa femme est avec quelqu'un d'autre, parce qu'on le croyait mort, évidemment. Oui, ça, oui. Il avait changé d'identité. Donc, alors, sur la question du nom, effectivement, il reprend quand même son nom de famille, mais il enlève un N. Que vous restituez, vous. et puis, il continue à s'appeler Philippe. Voilà, c'est l'histoire aussi, finalement, de Juifs qui ont aimé la France, ont voulu s'assimiler totalement, ont voulu oublier leurs origines, n'ont pas voulu transmettre quoi que ce soit. Et moi, mon père, effectivement, j'ignorais totalement tout ce qu'il avait vécu. Et un jour, je lui ai dit, bon, écoute, voilà, moi, il faut que tu me racontes ta guerre. Et puis, il avait quel âge? Je pense qu'il avait une soixantaine d'années, je pense. Et il a, à ce moment-là, en une dizaine d'heures d'enregistrement, il m'a tout raconté une fois et c'est tout. Il n'en a plus jamais parlé. Et même les gens autour de lui, la famille autour de lui, découvrent par mon livre ce qu'il a vécu. Pour vous dire à quel point, vraiment, il n'en a jamais parlé. Mais vous dites à un moment donné dans votre roman, de toute façon, les mots ne sont que des... L'image est magnifique, c'est des pansements, enfin, il cache le réel. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui émerge dans la personnalité de votre père, c'est à la fois cette force qui lui a permis de revenir, tout à fait. Et puis cette faiblesse ultime du suicide. En fait. Ça, le lecteur le découvrira. Alors maintenant, on va passer au troisième temps de la dialectique, au jeu. Alors ce qui frappe quand on vous lit, c'est qu'on sait bien que vous êtes un homme à essai. Et vous êtes un homme à essai qui est passé au roman avec vraiment un grand succès. Et vous nous livrez une parole puissante, une autre forme de vérité, comme on le disait, comme seul le roman peut la livrer. Mais est-ce que votre œuvre romanesque ne vient pas contredire vos essais? À savoir, j'ai l'impression que le philosophe sartrien, qui refusait l'héritage génétique, qui est un lecteur de réflexion sur la question juive de Sartre, les juifs n'existent pas sauf dans le regard de l'autre. Donc il refusait, ce philosophe en vous refuse, et le romancier, il accepte la transmission. Et vous le dites d'ailleurs, d'emblée dans un incipit un peu abrupt, comme pour dire, bon ben voilà, en fait, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans? C'est une contradiction, c'est celle de la vie, c'est-à-dire que je le dis d'ailleurs, moi j'ai été effectivement sartrien, je ne suis plus depuis longtemps, mais j'aime, je continue à aimer Sartre, mais effectivement, comme vous dites, voilà, les réflexions sur la question juive ont été pour moi un texte décisif, voilà, le juif n'existe que dans le regard, que parce qu'il y a des antisémites. Bon, je ne crois plus du tout, je n'admets plus du tout cette thèse, comme beaucoup d'ailleurs, voilà, et parce que c'est une méconnaissance totale de l'histoire juive, de la culture juive. Et ce que je dis, je l'avoue, bon, même si ce n'est pas un ouvrage du tout philosophique, mais je glisse juste à un moment donné qu'avec l'âge, je suis devenu freudien. C'est-à-dire qu'on croit être libre, mais en fait, on croit être libre parce qu'on ne connaît pas les raisons qui nous font agir. Et donc, moi, je comprends au fond ce que je dois à cette expérience. Cela dit, je ne m'identifie pas à leur histoire, c'est-à-dire que je suis loin quand même de ce qu'on appelle la psychogénéalogie, c'est-à-dire que pour moi, j'ai aussi un grand respect, j'aime bien quand vous avez dit geste littéraire, parce que la question du langage pour redire ce qu'ils ont vécu, aussi bien mon grand-père qui est resté 22 ans en asile, que mon père qui a vécu cette histoire absolument effroyable, je ne peux pas comme ça inventer ou faire du roman incarné, non. Je dois sans arrêt trouver le moyen de soit ventriloquer mon père dans la deuxième partie, soit trouver comme ça quelque chose qui montre qu'il y a de la trace, qu'effectivement on répète sans le savoir. Vous ne pouvez pas vous identifier, voilà. Mais vous pouvez hériter en fait. Exactement. Ça. Et pour moi la question c'est comment hériter de ceux qui n'ont pas voulu transmettre, c'est-à-dire comment hériter du refus de l'héritage. Et donc voilà ce avec quoi j'ai travaillé toute ma vie, en écrivant des choses effectivement contre la généalogie et finalement en travaillant effectivement par la forme romanesque cette question de l'identité et que j'aborde d'autant plus que maintenant je suis à l'étranger, j'habite à New York. Et donc, cela m'amène un peu à penser... Ça aide de prendre de la distance. La distance physique aide. C'est ça. Ça m'amène à penser aussi une centaine d'années, un siècle d'identité française depuis que mon grand-père a émigré. Et en fait, dans cet arc, voilà, qu'est-ce que c'est que depuis la Lituanie jusqu'à la France et jusqu'aux États-Unis, est-ce que j'ai trahi l'amour de la France de mes grands-pères et pères ? Ou est-ce que j'ai poursuivi un trajet qui était déjà possible au début du XXe siècle? Ce sont des questions que je me pose. Sur l'identité, justement, est-ce que vous vous sentez juif?
Alors, vous savez, réflexion sur la question juive. En France, la question juive, c'est une question. Donc, on se dit, qu'est-ce que c'est? Je suis juif, je ne suis pas juif, voilà. Moi, au fond, je dis que la judéité, pour moi, c'est quelque chose. Voilà. Je parle de judéité parce que, comme je montre dans l'éducation sentimentale, d'une certaine manière, que je décris avec mon père, c'est mon père qui m'a élevé. Oui. C'est d'ailleurs magnifique, ça. Je le décris et je dis finalement tout ce qui m'a été transmis de, par exemple, le sentiment de ne pas en être. Ça, c'est quelque chose... Alors, je ne sais pas si ça s'appelle judéité, mais en tout cas, c'est quelque chose de très très fort chez moi, que j'ai tout le temps ressenti. Même encore, voilà, de ne pas en être, de ne pas être toujours vraiment à sa place, sentiment d'imposture, c'est vrai. Et donc, ça, je l'ai vraiment hérité de lui, qui aussi, bon, il avait un plafond de verre, il n'a pas pu quand même beaucoup monter dans la société, même s'il a quand même profité des 30 Glorieuses. Et je dis au fond ce que je dois dans ma psyché, dans ma sensibilité à tout ce mode d'être juif. Mais juste pour vous dire une chose, voilà, en France, question, problème, réponse, voilà. Moi, aux États-Unis, enfin à New York en tout cas, je dirais qu'il n'y a pas de question. Hein. Il n'y a pas de phrases interrogatives, il y a plutôt des propositions. La judéité, sont plutôt des propositions relatives. Hein. Qu'une question mais comme ça là en Europe. Question est gênant. Enfin, c'est la terminologie nazie. Exactement. La question juive. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et vous dites quand même que juif pour vous reste un prédicat. Voilà. Vous dites, c'est-à-dire une caractéristique qui n'englobe pas votre personnalité totale. Voilà. Mais vous avez ressenti cette judéité et notamment vous parlez d'un événement, donc dans cette troisième partie, ce sont les manifestations à Paris en 2008. Parce qu'on a tous... Au fond de nous, un événement qui nous a fait ressentir plus fortement notre inquiétante étrangeté, j'en sais rien, mais notre étrangeté finalement. Oui. Et c'est pour vous, c'est le 2008. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, parce que moi, bon voilà, moi j'étais à gauche, voilà, avec pour la paix maintenant, etc. Voilà. Et puis, c'est vrai que cette expérience des manifestations, où tout d'un coup, tout près d'ici, hein, boulevard Montparnasse, boulevard du Port-Royal, j'ai entendu mort aux Juifs, et pas que moi, tous les voisins qui n'étaient pas juifs, qui étaient effarés d'entendre ça. Et le déni absolu, pour ne pas en parler, le déni des groupes politiques qui étaient à côté, avec leurs drapeaux, ils n'ont pas quitté la manifestation. Oui. Et là, c'est vrai que tout d'un coup, là, pour la première fois, j'ai repensé à ma famille, à ceux qui ont été déportés, à ceux qui ont porté l'étoile juive. C'est vrai, tout d'un coup, alors là, je peux dire que j'ai senti toute la famille avec moi. Là, j'avais dit, bon, la famille, moi, non, là, ils étaient tous là. Je me suis senti vraiment, je les avais avec moi, quoi. Et j'en ai encore, oui, on en parle, je frémis, vous voyez, c'était un choc. Et ça a pu accélérer votre départ, votre choix de partir? C'est vrai qu'à New York, on n'imagine pas des choses comme ça. Allez. Merci beaucoup François Nudelman. C'est moi qui vous remercie. Lisez-le, précipitez-vous sur ce roman magnifique, Les enfants de Cadillac. Merci beaucoup. Au revoir.